peu rentrer dans le vif du sujet et des discussions. Donc, je redis, donc la Fondation Louise du Gabon, que j'ai failli oublier, ils n'arrivent pas à se connecter. Donc, ils m'ont demandé de les présenter parce qu'ils devaient être pour ce webinaire. Donc, la Fondation Louise a été créée en 2013 par Madame Vanessa Adante, qui l'a créée tout simplement pour rendre hommage à sa mère drépanocytaire qui malheureusement nous a quittés, qui est partie. Elle s'est donnée pour objectif de soutenir l'éducation et l'accès aux soins et à l'information de santé des populations jeunes en particulier. L'année dernière, ils ont fait une campagne qu'ils ont appelée Drépatour, donc en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine, donc durant cette campagne pour dépister gratuitement les populations et pour motiver pour le don du sang à travers 3 villes. Donc, c'était à Libreville, à Kanda et Owando. Et cette année, la Fondation Louise a fait un partenariat, donc c'est un partenariat avec la Fondation LIA, donc pour faire justement le pont. C'est ce pont qu'on a commencé à faire et on espère qu'avec les autres associations, on va pouvoir faire ce pont entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Donc, et déjà même, je dis déjà, en Afrique centrale, il faut faire des ponts aussi. Donc, le docteur Wamba, au niveau scientifique, il le sait très bien. Je crois qu'avec le REDAC, le premier, c'était en interne avec le Gabon et le Cameroun pour le dépistage. Donc, je ne vais pas trop prendre la parole. Sinon, je vais juste repartager je vais reprendre la main pour partager l'écran. Si vous me permettez, voilà. Pour expliquer un peu, donc, est-ce que tout le monde voit? Voilà. Donc, ça, c'était donc, par exemple, une collaboration avec la Fondation LIA et la Fondation Louise. Ils ont organisé tout le long du mois de juin une manifestation qui s'appelle le Drépaslam pour des jeunes de 13 à 18 ans. Donc, il y avait une organisation au Gabon et au… Vous voyez l'écran? Attendez, je vais remettre l'écran parce que moi, je le vois en grand et vous pas. Je vais remettre… Alors, je vais repartir sur le diaporama pour bien l'expliquer. Donc, la première diapo. Bon, c'est des images, mais bon, je ne sais pas si vous les voyez. Je vais les passer au fur et à mesure. Donc, le Drépaslam qui s'est fait au Gabon et en Côte d'Ivoire. Donc, j'avais aussi, donc j'ai regroupé un peu plusieurs diaporamas. Bon, je ne sais pas, là, je les ai en diaporama, peut-être pas vous. Donc, par exemple, l'association Petit Cœur en Angola, ils ont fait sous la crise sanitaire, ils ont offert des grands tonneaux qu'ils ont transformés en sites pour se laver les mains et pour sensibiliser les enfants pour bien se laver les mains pendant le Covid. Donc, je ne sais pas. Donc, il y a aussi l'association Doris qui a organisé un webinaire le 20 juin pour donner la parole aux enfants qui souffraient de drépanocytose et c'était très, très bien. Constant pourrait nous en parler un peu plus tout à l'heure. Et donc, l'association de Gambie, donc je ne sais pas ce qu'ils ont fait, on va rentrer dans le vif du sujet et je ne vais pas prendre la parole plus que ça. On peut lancer les débats, les questions. Donc, voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions déjà plus ou moins? Donc, comme on n'est pas nombreux, on peut poser des questions vraiment… Vous êtes là? Raphaël? Et on est là. Oui, on est D'accord. là. Tu peux Donc, je enlever dis… l'écran? On est là. Oui, oui, oui. Donc, Raphaël, tu peux remettre ton écran à toi, s'il te plaît? Oui.
sur les grandes lignes. J'arrête le partage et Alors, voilà. Et on va repartir sur le débat sur ça. hein. On va commencer peut-être. Non, Carla, excusez-moi, c'est ma fille. Alors, moi, j'avais une petite question, c'est que quand les associations, il y a des associations qui se sont présentées, mais on n'avait pas le nom de leur association. Par exemple, la Gambie, le Burundi, le Tchad, on n'a pas le nom de l'association. Ils se sont bien présentés, mais ils n'ont pas prononcé le nom de leur association. Alors, je les laisse représenter justement le nom de l'association. La Gambie, Parce que je notais, mais je n'avais pas les noms. le nom de l'association en Gambie. Oui, en Gambie, au Burundi et au Tchad aussi. Au On n'a Tchad, pas les c'est noms. au Tchad, Élan d'espoir. Pour le Tchad, c'est Élan d'espoir. Oui. Donc ça, elle peut l'écrire. Donc, vous pouvez utiliser aussi l'onglet Converser pour pouvoir répondre, hein. Alors, moi, je vais repartir sur le débat qu'on rediscute un peu. Constant, on peut ouvrir les micros, on reste juste calme pour qu'on rediscute un peu sur tous les points on a discutés. On est reparti, donc le docteur Sillet a bien résumé ce qu'il en est par rapport à la prévalence des maladies dans le territoire. Donc ça, c'est un travail scientifique. On va rester vraiment dans le domaine associatif. Quels sont les ateliers que les pays du Sud peuvent mettre en place le plus simple possible? Par exemple, moi, je voudrais qu'on rediscute un peu des groupes de discussion. Oui. Et par rapport aux groupes de discussion, Raphaël, il faudrait redonner une précision entre groupe de discussion et groupe de parole. Alors, les groupes de discussion, c'est quand il n'y a pas forcément un psychologue pendant le groupe. Par contre, le groupe de parole, il y a un psychologue. Et donc, c'est pour ça que nous, des fois, il n'y a pas forcément de psychologue qu'on va payer, en fait, pour qu'ils viennent faire la prestation. Donc, c'est pour ça qu'on dit groupe de discussion. Parce que c'est plus une discussion entre personnes et c'est pas forcément des paroles ou des choses qu'il faut analyser. C'est juste discuter comme des amis, amicalement, entre nous. Et en fait, dire des choses même très intimes hein, dans ces groupes de discussion. Il y a beaucoup de répanos, il y a aussi des aidants, et ça permet aussi entre les aidants qui disent oui, mais vous les drépanos, vous êtes comme ça, et les drépanos disent oui, mais on nous étouffe, etc. Des choses comme ça. Donc ça libère. De temps en temps, il y a un médecin qui vient, ou il peut y avoir d'autres personnes, comme un sophrologue, d'autres choses, en fait. Et donc, c'est beaucoup plus simple à un groupe de discussion parce que c'est plus facile, c'est plus libre, en fait. C'est pour ça qu'on a décidé, au départ, on avait des groupes de parole et dans les groupes de parole, il faut un médecin, il faut un psychologue, il faut des choses, c'est bien orienté. Alors que un groupe de discussion, c'est une discussion pour un café entre nous et on se raconte un petit peu et ça fait du bien aussi parce que finalement, ils sont libérés de tout en fait et on peut parler de tout. Et il y a des thèmes qui marchent très bien, d'autres bon moins, mais voilà. OK. Est-ce que, par Alors, exemple… je vais… Oui, Constant. Raphaël, je profite pour te poser une question. Oui. Est-ce que vous déterminez avant le sujet où vous arrivez et puis il y a un sujet qui prend le Alors, dessus? on détermine un sujet. C'est-à-dire que comment ça se passe quand on organise un groupe de discussion, on détermine un sujet. Des fois, on fait mixte, groupe de discussion et ETP. Et donc, quand c'est comme ça, on fait venir EVAD, qui vient en tant qu'expert ETP et nous sommes patients ressources. Mais même si nous organisons tout, on met en avant EVAD parce que c'est un peu dans le cadre de l'ETP.
Mais quand c'est un groupe de discussion lambda où il n'y a pas forcément de l'ETP, là, on fait aussi un programme. À chaque fois, il faut mettre un thème. Et puis aussi, c'est une organisation derrière. C'est-à-dire que nous, on a un espace, hein, ça pouvait être chez n'importe qui. On reçoit les gens, ils amènent des bonbons, des petits gâteaux, ils amènent de quoi, voilà, des trucs un peu très convivial. Et là, ça permet finalement de se rencontrer. Et on s'est rendu compte que finalement, des fois, on met une heure, on met de 10h à midi, mais à 14h, 15h, on n'a pas quitté la salle. Parce que tellement ils ont envie de discuter, ils ont envie de se rencontrer, se dire on n'est pas tout seul. Il y a tellement à dire. Donc, c'est vrai que heureusement qu'on est nombreux en tant que dans l'association, parce que ça permet un peu aussi, après la séance, de rester encore après pour voir, parler. Voilà. Souvent, le thème, on met un thème, mais on n'est pas toujours obligé d'être sur ce thème. Suzanne, présente-toi avant de… Ah oui, excusez-moi. Suzanne Ngokwen, vice-présidente de Cycling by SOS Globi Paris. J'organise aussi tout ça, ces groupes de discussion. Et souvent, on met un thème, mais qui n'est pas souvent… on aborde le thème, mais ça peut aller dans tous les sens. Ah oui. Quand ils ont envie de parler, ils nous disent… ils sont hors thème souvent, mais parce qu'ils nous parlent d'eux. Et comme disait Raphaël, on est souvent dans leur intimité et on leur dit que on les booste, on leur dit qu'ils ne sont pas tout seuls et qu'on ressent la même chose qu'eux, qu'on a ressenti et que parler libère. Parler aide à faire sortir cette douleur et à la mettre sur la table et on la déchiquette ensemble et on l'explique. Et on leur dit, on essaye, nous, en tant que malades, de leur dire que oui, on a senti la même chose à telle époque et on a pu faire en sorte de l'évacuer et de triturer cette douleur. Et le fait de parler, même nous-mêmes qui l'organisons, ça nous fait beaucoup de bien. Oui. De les écouter, il y a un échange d'expériences et c'est ça qui est formidable. C'est pour ça qu'en général, on n'arrive pas à se quitter. À 14h, 14h30, 15h, c'est l'association, c'est les bureaux de l'association qui nous disent que là, il faut partir, il faut tout déménager. Et souvent, on continue même dans la rue ou alors on finit au restaurant pour terminer un café ou un repas. Voilà. Ceux qui peuvent rester, restent avec nous et ça continue. Voilà. Et souvent, on en a pour toute la journée en fait. Hein. Voilà. On rentre chez nous à 18-19 heures. Voilà. Le groupe de parole, groupe de discussion qui a commencé à 10 heures, et ben, il se termine à 19 heures. Voilà. Et pour les familles, c'est essentiel aussi parce que finalement, de rencontrer d'autres drépano, finalement, ils se disent, ben, c'est pas que notre enfant ou que voilà, cette personne, mon conjoint qui est comme ça, et il se dit, ah ben, finalement, c'est normal. Voilà, c'est normal, ben, eux aussi, ils sont pareils. Et donc, du coup, ça dédramatise parce que ce qu'il faut faire, c'est de dédramatiser la drépano et surtout aussi leur expliquer que les drépano ont le droit de vivre aussi, même s'ils ont une crise derrière, mais ils ont le droit aussi d'aller courir, d'aller faire des choses parce que c'est comme ça qu'on apprend à apprivoiser la drépano. Si on ne la connaît pas et on a peur tout le temps d'elle, comment l'apprivoiser? Comment la maîtriser, comment vivre avec elle. Il faut des fois savoir ses limites et des fois, il faut que justement les drépano apprennent leur drépanocytose. Et là, effectivement, les cours de TP sont hyper importants, d'éducation thérapeutique, parce qu'on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de choses, des fausses nouvelles. Et en plus, ça apprend aussi les médecins qui participent aux ETP avec Eva, ils se disent, mais jamais j'aurais cru que c'était comme ça, quoi, que les drépanos sont comme ça. Jamais, parce que là, ils sont dans leur intimité, dans leurs problématiques. Ok. Raphaël, je vais justement enchaîner et faire la liaison avec ça. Je réponds à Suzanne. Donc, l'association de Gambie s'appelle Sickle Cell Association de Gambia. Donc, je crois qui a été présenté par Andrew Sabou. Andrew Sabou, si vous êtes connecté, justement,
Dites-nous si vous faites des groupes de discussion auprès de votre association. Bon, il n'est pas… les micros. Là, tout le monde, vous pouvez ouvrir les micros hein, pour pouvoir aller sur la Oui, c'est discussion. ouvert. Oui, Suzanne, tu es ouvert, mais Andrew n'a pas ouvert Oui. son micro. Andrew, Oui. vous pouvez répondre par rapport au groupe de parole. On laisse aussi la parole aux associations du Sud qui nous disent ce qu'ils font par rapport au groupe de parole ou ils ne les font pas du tout, comment ça marche. Gambi. Andrew? Allô? Oui, on vous entend très bien. Oui, je vous ai mal entendu. Donc, j'étais en train de dire, on est sur la thématique des groupes de discussion. Est-ce qu'auprès de votre association, vous faites des groupes de discussion ou groupes de Oui. parole? Oui, on fait des groupes de parole. On a un WhatsApp avec le groupe de famille et aussi avec le groupe exécutif. Donc, on prépare les réunions et après, on le dissémine avec les familles aussi. D'accord. Et souvent, on a des rencontres dans les quartiers. Voilà, c'est ce que je demandais. Est-ce que vous le faites donc justement par WhatsApp, ça reste numérique, Oui. vous le faites aussi en présentiel avec tout le monde? En présentiel. Hein? OK. Et pour la plateforme Convergence drépanocytose, Christelle? Alors, je ne sais pas si elle est connectée ou pas. Sinon, je vais donner la parole à Monsieur Jean de Dieu Folkoué. Vous pouvez nous dire, et vous présenter d'ailleurs et nous dire comment ça se passe dans votre centre. Oui, je salue tout le monde. Merci à Mme Corinne. Bon, avant tout propos, je voudrais poser deux questions à Raphaël ou à Suzanne. Bien sûr. Oui. Qu'elles nous disent, le groupe de discussion regroupe combien de personnes et le groupe de parole peut regrouper combien de personnes? Alors, ça dépend. Il y a des thèmes qui ont du succès, mais c'est au moins 15, au moins 15 personnes en moyenne. Sans nous compter nous-mêmes qui organisons, nous sommes 6-7, nous recevons 10 à 15 personnes souvent dans les groupes, ça peut même aller beaucoup plus loin. Oui. Souvent, la porte est ouverte, donc on se retrouve souvent à au moins une vingtaine de personnes. Parce qu'effectivement, ça a du succès et ils savent que quand ils viennent, bon ben voilà, ils sont accueillis et ils parlent de tout ce qu'ils veulent. Et puis, il y a quelques temps, on est encore plus nombreux que ça parce que comme quand on fait les groupes avec l'ETP et qu'il y a EVAD, on est beaucoup plus nombreux. Donc, des fois, on divise en deux. On fait un groupe d'ETP où il y a à peu près 28 personnes, 25 à 28 personnes. Et ensuite, en deuxième séance, on fait trois groupes, trois ateliers. Un atelier pour faire de la sophrologie, pour apprendre aux gens à respirer. Ça, c'est financé par Drépavi, qui nous donne un coup de main là-dessus. Et donc, une personne vient pour nous apprendre à respirer pour la douleur, etc. On a aussi le docteur Driss qui fait, elle, bénévolement de l'hypnothérapie. Voilà, pour aussi un moyen de se détendre en temps de crise. Et après, nous faisons aussi des dossiers MDPH. On en profite aussi pour certaines personnes de les aider à remplir des papiers. Donc, Dossier du handicap. Voilà. Et donc, ça fait même autre chose, même pour leur travail, on peut faire un courrier, etc. Donc, on profite aussi de faire plein de petits ateliers en deuxième session. Et donc, du coup, comme il y a aussi les ateliers derrière, ça fait qu'il y a beaucoup de gens parce qu'ils ont peut-être ils ont envie de savoir c'est quoi de la sophrologie, en plus le TP, et ils ont peut-être aussi besoin d'avoir un coup de main pour remplir leurs papiers, etc., les aider. Et donc, c'est pour ça que là, depuis quelques temps, on dit stop, quoi, parce que c'est énorme. C'est beaucoup de personnes. Donc, on arrête à 28. On arrête à 28 personnes parce que sinon, ce n'est pas possible. Au niveau du Centre drépanocytaire Saint-Jean-de-Dieu, qui est une ONG dont je suis le président, nous n'avons jamais organisé ni de groupe de parole, ni de groupe de discussion. Parce que nous avons fait, il y a un an de cela, on a organisé un débat, une conférence. Il y avait deux thèmes qui ont été discutés parce que la pathologie n'est même pas connue par toute la population de la Côte d'Ivoire. Alors, nous avons intitulé le premier thème
la pathologie méconnue, drépanocytose, une pathologie méconnue qui a été développée par un professionnel de la santé, un hémato. Et puis, le second thème, c'est l'impact psychologique de la drépanocytose sur les parents et sur les malades, en l'occurrence les enfants. Voilà. Et là, on a vu que ça a apporté beaucoup de succès. C'est ça, mais un groupe de parole, de discussion, on n'en a jamais fait. Mais je crois que nous allons, à travers vos expériences, vous contacter. Puis ensemble, on va essayer d'organiser au niveau du centre. Oui. Voilà. C'est une très bonne chose parce que ce n'est pas difficile à organiser finalement, parce qu'il faut un lieu, il faut que quelques personnes, pas besoin d'en avoir 20, hein, même 3 personnes, c'est déjà important parce que les 3 personnes qui vont venir vont apprendre et vous allez apprendre aussi d'eux et ils vont ressortir et après c'est le bouche à oreille, après ils voudront venir, il y a plus de gens qui vont assister donc, et c'est quelque chose qui n'est pas du tout cher à organiser puisqu'il suffit d'avoir un lieu, chacun ramène son petit gâteau, son petit truc et c'est très convivial finalement. Et franchement, je vous encourage à faire ces groupes de discussion ou groupes de parole parce que franchement, je pense que moi, j'adore faire ça parce que c'est hyper enrichissant. Oui. Au niveau du groupe, dites-moi, est-ce que ce sont les drépanocytaires avérés SS ou tous ceux qui ont même les simples non, aussi, alors, les AS, les AC? C'est une Toutes bonne les question. formes. C'est une Oui. bonne question. On n'a pas que les drépanocytaires SS. Il y a aussi les SC et il y a aussi les AS. Et il y a les AA. Il y a tout le monde qui peut venir parce que, effectivement, les aidants, c'est des fois la famille, elle est AS. Et donc, du coup, il faut qu'ils apprennent aussi parce que, justement, c'est une maladie méconnue, comme vous l'avez dit. Et le souci, c'est que, en fait, les gens connaissent tellement pas qu'ils pensent il y a des mauvaises nouvelles, il y a des fausses nouvelles. Donc, il faut redonner la bonne information, y compris aux gens qui ne sont pas drépano, c'est-à-dire qu'ils ont un enfant drépano ou qu'ils ont un conjoint drépano. Ça, c'est important qu'ils soient là aussi. Merci. Okay. Et souvent, il y a les conjoints qui viennent parce que les conjoints, les mamans, on a aussi des mamans parce qu'elles sont inquiètes pour l'avenir de leur enfant. Donc, de rencontrer des drépano adultes, ça fait tout de suite, ah ouais, d'accord, bon, ben, ça veut dire que c'est possible. Voilà. Ça donne un espoir. Oui. Donc, Jean de Dieu, justement, Oui. il faut organiser des groupes de discussion. Chacun va amener son attiqué et sa sauce graine et on va comparer. Ça serait un très beau partage. Donc, merci pour la question. Sinon, il y a Patrick du Cameroun de AACV qui pose une question. Patrick, si votre micro est ouvert, vous pouvez la poser pour tout le monde, hein. On est une vingtaine, donc ça va. OK. En fait, ma question s'adressait à Raphaël. Je voudrais savoir, ces groupes de discussion, c'est à quelle fréquence? C'est combien de fois par mois ou bien c'est par semaine? Combien de fois, à quelle fréquence? Alors, on ne fait pas toutes les semaines parce que c'est impossible. Avec la drépano, on ne peut pas dire qu'on va toutes les semaines dire aux gens de venir. On ne fait pas forcément tous les mois. Tous les 2 mois, c'est le mieux, en fait, au départ, si c'est possible, tous les 2 mois. Ou alors tous les 3 mois. Mais par exemple, en France, quand il y a l'hiver, on ne peut pas faire des réunions avec les drépanos parce que nous-mêmes, moi-même, je suis drépano et beaucoup dans l'association sont des drépanos, Aïcha, Suzanne, Michel, ils sont drépanos. Et donc, du coup, on sait qu'on ne peut pas en hiver, on ne peut pas organiser des groupes de discussion parce qu'il n'y aura personne ou alors ils vont être malades ou nous-mêmes. Donc, on essaye de ne pas faire trop parce que s'il y a trop, ça ne va pas fonctionner, ça ne va pas durer. Donc, du coup, je pense que tous les 2 mois ou tous les 3 mois, c'est bien parce que ça permet de prendre le temps de trouver une date qui correspond un petit peu à tout le monde, prendre le temps d'organiser ça et puis que ça soit un rendez-vous que tout le monde attend. En fait, après, c'est ça, c'est-à-dire que les gens nous disent « Ah ouais, c'est quand le groupe et tout ?» et ils prennent le prochain. à la fin, et puis ils prennent les notes le prochain. Mais on préfère pas faire ça souvent parce que sinon, ils ne viendraient pas. Et puis, on ne peut pas avec la drépano. La drépano, bon, voilà, si on lui donne trop d'un coup,
il va se dire non, il va se manifester et les gens vont tomber malades et ça ne va pas aller. Et donc, pour aussi leur donner envie et que ça soit un rendez-vous, eh ben, il ne faut pas que ça soit trop tôt, trop de choses. Et même s'ils ne viennent pas tous et il n'y a qu'une seule personne, ce n'est pas grave. Parce qu'effectivement, du jour au lendemain, on a une crise, on ne sait jamais si on peut être là ou pas. Même aujourd'hui, je ne savais même pas si je pouvais être présente. J'ai juste croisé les doigts en me disant pourvu que la Drépano me laisse tranquille Merci, pour être là. Raphaël, elle t'a Mais laissé voilà, tranquille. c'est ça, c'est une contrainte. Et donc, il ne faut pas aussi baisser les bras parce qu'on n'a qu'une personne qui est arrivée à une séance et puis il n'y a pas eu beaucoup de gens. Ce n'est pas grave, en fait. Ce n'est pas grave, c'est qu'ils n'ont pas pu, ils vont venir la prochaine fois. Et si on leur dit c'est pas grave, ils viendront plus facilement parce qu'il n'y aura pas de culpabilité. Et il ne faut pas culpabiliser les gens. OK. D'accord. On va, merci Raphaël. On va donner la parole au docteur Wamba. Donc, vous pouvez parler, vous avez levé la main, j'ai bien vu. Docteur Wamba, donc c'était pour nous dire un peu l'expérience, comme vous êtes des médecins, quelle est la connexion que vous faites avec justement Convergence Drépanocytose? Vous travaillez avec l'association ou pas? Oui, merci de me donner à nouveau la parole. Avant d'arriver à ce point de convergence, si j'ai demandé la parole, c'est parce que nos deux amis de Gambie et du Tchad, si j'ai bien suivi leur communication, nous ont fait part du fait qu'ils ne connaissaient pas bien l'incidence, par exemple, de la drépanocytose dans leur pays et qu'il leur apparaissait important de faire une étude. Je pense que c'est une très, très bonne idée parce que, voyez-vous, pendant longtemps, on nous a balancé des chiffres vraiment qui n'étaient pas tout à fait ça. Je peux vous dire, par exemple, qu'au Cameroun, à l'époque où nous n'avions pas de chiffres, on nous disait qu'il y avait 42% de AS. Et bien, juste en deux mots, quand nous avons refait le point, juste avant la période du Covid, nous étions rendus à peu près à 50 000 dépistages. Et sur les 50 000 dépistages, nous avons eu en termes de proportion, en gros, je vais aller vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on a eu en AA 84%, les AS 15,2%, et ce que je vais appeler les syndromes de drépanocytose majeure, donc autrement dit les formes homozygotes, SS, et également, comme vous le savez, les formes hétérozygotes composites, SC par exemple, ou S-bétatal, que nous connaissons bien, 0,8%. Bon, alors, juste un mot pour dire que 0,8%, ça paraît faible, mais il ne faudrait pas penser que c'est un taux qui est faible, parce que quand vous rapportez ça, effectivement, aux 750 000 à 800 000 naissances attendues chaque année, vous arrivez à peu près à 7 à 8 000 bébés qui seront donc, qui vont présenter un SDM. Donc, voyez, donc c'est important justement. Donc, je les encourage justement à lancer leur propre dépistage. Et bien sûr, notre ami du Tchad, nous sommes voisins et nous sommes tout à fait ouverts, nous sommes tout à fait disposés à collaborer. Je vous ai dit tantôt que nous avions nous-mêmes commencé avec la perche que nos amis du Gabon nous ont tendue et que nous avons saisie. Alors, pour donc m'embrayer sur le deuxième point, justement, nous sommes très heureux au Cameroun d'avoir vraiment une plateforme qui regroupe l'ensemble, en tout cas la plupart, la grande majorité des associations. Vous voyez, quand on dit convergence, en fait, c'est un ensemble d'associations qui, de manière volontaire et pour plus d'efficacité, se sont mises ensemble. Et nous travaillons beaucoup, beaucoup en collaboration. Par exemple, les semaines, la journée mondiale, nous les organisons ensemble. Je veux dire, bon, cette année, ça a été un peu difficile avec, vous savez, avec toutes les mesures de distanciation, mais habituellement, nous organisons ensemble. Et même quand nous avons fait le congrès, tout notre congrès qui vient juste de travailler le congrès, nous avons travaillé la main dans la main avec Convergence et ils ont fait des communications. Ils avaient vraiment, on a eu des après-midi avec des patients qui ont présenté le vécu au quotidien.
Et je vous assure, c'est une très bonne expérience. Et même vis-à-vis des pouvoirs publics, c'est beaucoup plus facile parce que quand ils s'adressent donc à cette convergence, on est sûr d'atteindre la plupart vraiment des patients drépanocytaires. Et je peux vous dire qu'à la tête de cette convergence, il y a Mme Lydie Zemeka que vous connaissez, qui est très vaillante, qui a travaillé pendant longtemps et qui vraiment avec les autres collaborateurs, avec les autres, comment dirais-je, membres de cette association de travail. Et moi, je leur tire mon chapeau parce que je vois ce qu'ils font comme action sur le terrain en termes de sensibilisation, en termes vraiment d'efficacité, en termes vraiment de visibilité dans la drépanocytose. C'est une bonne expérience. Merci. Exact. Justement, merci encore, docteur Wamba. Je sais que l'équilibre, Raphaël l'a bien expliqué. On a besoin des médecins et des associations. Moi, je reste toujours dans le côté associatif en disant on est porteur d'espoir et les associations des malades au niveau de plaidoyer, même avec les petites choses, on est, comme on a dit, en écoutant les problèmes de chacun, nous tous, on a ces problèmes-là. C'est vrai qu'au niveau associatif, on a commencé à parler des groupes de discussion pour montrer que deux fois, on n'a pas besoin d'avoir des millions pour pouvoir faire quelque chose. Juste un groupe de discussion peut nous apporter une idée qu'on peut apporter auprès des autorités de santé, d'où ces plaidoyers. Et c'est les associations qui maîtrisent ce point de plaidoyer parce qu'ils sont sur les terrains. Je dis encore, les médecins, leur rôle, c'est de soigner les drépanocytaires, d'être à leur chevet. Donc, le fait aussi de faire ce webinaire, on a fait le partage nord-sud. C'est vraiment si on peut faire un groupe et ça veut dire quand on dit on ne vient pas aider seulement le pays du sud, des Suds parce qu'on a les mêmes problématiques. Certes, on a un peu plus de chance au nord au niveau de la prise en charge, mais je crois que c'était en faisant cet échange de partager tous, on peut y arriver. Il y a juste un pont. Je crois que pour arriver à Abidjan, c'est quoi? C'est 5 heures. Au Cameroun, c'est 5h45. Donc, le pont est dans nos têtes, mais en réalité, pour la drépanocytose, il faut que ça reste un combat de nous tous. Donc, ici, je vois que Constance a commencé, Doris a commencé à passer les numéros de téléphone et tout. Le but ici, c'est d'échanger, de s'apporter mutuellement de l'aide. Et comme vous avez dit, docteur Wamba, pour tout ce qui est prévalence, c'est vrai que c'est une problématique, la prévalence de la maladie, c'est une problématique au niveau de l'Afrique. Tous les pays africains sont restés sur des données de 1974 ou je ne sais pas, en fait, des données très lointaines, avec une population qui a beaucoup changé. Donc, ça serait bien de refaire ça. Donc, c'est à vous, les médecins, de motiver ça. Les associations pourront se mettre aussi sur le terrain et de faire ce travail. Donc, je crois qu'il y a encore d'autres questions. Je ne sais pas. Constant, je te donne la parole. Tu peux la prendre parce que moi aussi, je suis très bavarde. Donc, vas-y. Oui, merci beaucoup. Une première question, c'est à Wamba. Guillaume, est-ce que tu pourrais me dire quelle technique vous utilisez pour le dépistage massif? Est-ce que Alors, Guillaume m'entend? Oui, mon cher Constant, je t'entends très bien. Alors, la réponse est très simple. Tu sais qu'il y a eu beaucoup de débats pour cette question-là. Au départ, tout le monde utilisait le HPLC en première intention. L'IEF en première intention. Et puis l'HPLC en deuxième. L'HPLC, le véritable problème de l'HPLC, c'est qu'il ne peut pas faire de très grandes quantités. Ensuite, les gens sont passés en première intention à l'IEF et en deuxième intention, il y avait donc le choix entre deux techniques. Donc, soit effectivement le newborn screening de Biorad, pour ne pas le citer, ou alors l'électrophorèse capillaire. Okay. Nous, à Yaoundé, nous avons choisi en première intention l'IEF qui est Focalisation. Vous savez, l'avantage, c'est quoi? C'est une feuille sur une feuille A4. Nous pouvons tester à peu près 100
oui, à peu près 100 patients. Vous voyez, c'est très économique. Nous avons fait en IEF, tout compris, l'examen revient à peu près à 3 500 francs CFA. Alors, pour que vous compreniez bien que 3 500 pour les 100, c'est ça? 3 500 pour les 100 personnes. Parce que l'électrophorèse habituelle qu'on fait dans nos centres, qu'ils appellent l'électrophorèse sur acétate de cellulose, non, 3 500 pour un test. C'est 3 à 4 fois moins cher parce que l'électrophorèse qu'on fait dans nos laboratoires, qui s'appelle l'électrophorèse sur acétate de cellulose, à pH ça coûte 12 000 francs CFA. Donc 4 fois plus cher. Oui. Okay. Et donc nous, Oula, ça coupe un peu. Ouais, ça marche pas bien. C'est pas, il faut et le en dire. seconde intention, pour les enfants, vous savez qu'en seconde intention, on doit prendre un test de principe différent. Et bien, nous avons choisi l'électrophorèse capillaire. Donc, le deuxième test de confirmation. Alors, vous m'entendez? Okay. Oui, on entend un peu, ça coupe un tout petit peu, donc ça coupe un tout petit peu, mais bon, donc, détail... en résumé, IEF en première intention et électrophorèse capillaire en deuxième intention. OK. Bon, moi, je vais finir rapidement. Oui, Constant. Oui, non, c'est juste pour, je rebondis aussi, parce que Dr Wamba, maintenant, il y a tout ce qui est TDR, hein, des tests rapides de détection. Constant, c'est de ça que tu voulais parler? Oui, les cycle scans et autres, okay. donc ils n'utilisent pas. J'ai compris que ce n'est pas ça qu'ils utilisent. Exactement. Non, si vous voulez, un test en dépistage massif, c'est très compliqué. Nous pouvons l'utiliser pour des cas, on l'utilise pour des cas ponctuels, où nous avons besoin d'avoir les diagnostics. Mais quand vous voulez faire un dépistage de 50 000 personnes, c'est un peu difficile, quoi. Vous voyez, ça coûte très cher et c'est un peu ça. Mais nous l'avons, c'est disponible. Nous l'avons. OK. Et au Tchad, je crois que c'est ce qu'ils vont mettre en place, ils vont utiliser les TDR. OK. Bon. Alors, tu m'avais demandé de parler du webinaire avec les enfants. Oui. Donc, ça a été, pour ceux qui l'ont suivi, c'était très, très émouvant. On s'y attendait. Et entendre ces enfants parler de crise, comment ils font pendant leur crise, comment ils font pendant leur crise et comment ils essaient de ne pas en avoir. Et c'est vraiment touchant avec leur entourage à l'école. Ça a été vraiment quelque chose de touchant. Et tout le monde demande qu'on le refasse une deuxième fois. Je ne pensais pas le refaire. Et donc, on va le préparer ensemble. J'essaierai on n'a pas eu le Tchad, on n'a pas eu la Gambie. Donc, si à l'occasion, dès que je vais commencer par préparer ça, je vais essayer de recontacter tout le monde. Donc, j'enverrai à Corinne qui va vous faire le message ou les messages qui sont déjà là, je mettrai Corinne en copie. Exact. Et on essaiera de faire un deuxième webinaire. Je pense que on donne dans les congrès et autres, les médecins, les chercheurs, les autres ont beaucoup plus de paroles et on entend très peu les drépanocytaires. Et bien sûr, les groupes de parole, les groupes de discussion, ça aide aussi. Mais le fait qu'on entend les autres, on peut aujourd'hui, avec la technologie, voir ce qui se passe au Tchad, au Gambie, à Madagascar, c'est quelque chose d'important. Et donc, on va refaire une deuxième. Et ça va être une série de paroles aux personnes drépanocytaires. Je pense qu'on va faire après pour Raphaël et autres qui sont là et qui sont des mères drépanocytaires. On va faire pour les mamans. On va préparer ça. Et les aidants aussi. Je pense qu'après les enfants, on va passer aux parents de ces mêmes enfants. Pour qu'ils parlent de leur quotidien, comment ils vivent, leur peur, leur culpabilité peut-être, je ne sais pas, il y a beaucoup de choses. Quand on commence les discussions, on essaye de s'orienter pendant les discussions. Donc, ça va être une série. Donc, la prochaine fois, ça va être encore les enfants drépanocytaires et on essaiera de se mettre tous d'accord pour faire ça.
Oui, on Voilà. verra aussi avec Jean de Dieu, tes petits-enfants dans ton centre aussi, je crois qu'ils ont besoin, parce que les adultes, c'est vrai qu'on parle beaucoup, mais les enfants aussi ont besoin de se libérer et quand ils se mettent à débiter, ça va ça peut aller très, très loin. Merci Constant. Merci Ok. vraiment. Dora, je reviendrai. Bon, c'est vrai que les sujets sont vastes. Ici, on a parlé un peu, je résume un peu, hein, des J'ai mis dépistages. un petit truc, mais je ne sais pas si vous voyez ce que j'ai mis. J'ai mis un Ah, petit commentaire. Vous le voyez là, mon commentaire? il a été mis dans Converser. Oui, oui, oui. Alors, Dora, il faut que je… Sinon, redis-le oralement parce que j'ai… Voilà. Moi, j'ai marqué, je voudrais souligner l'importance que chacun joue son rôle dans les groupes de parole, mais aussi dans les ateliers d'éducation thérapeutique. Les médecins ou les soignants, ils ont l'expérience de la maladie. Les patients, ils ont leur propre expérience de la gestion de la maladie, hein, avec toutes leurs ressources. Ça, c'est vraiment important, qu'elles soient familiales, aidantes ou propres ressources, hein, parce qu'on se forge avec cette maladie. Et c'est la collaboration transparente et constructive qui est primordiale pour faire avancer les choses. Il est important que les patients ressources, surtout, les responsables d'associations se protègent, parce que j'ai dit au début de la pandémie Covid, il y avait beaucoup d'émotions. Il y a eu des crises qui ont été déclenchées, même y compris chez les patients ressources, parce que ils écoutaient, comme disait Raphaël. Hein, Raphaël, elle disait à toute heure de la nuit, il y avait quelqu'un disponible pour écouter. Et puis, quelquefois, il y avait énormément d'émotions. Et même moi, à mon niveau, hein, quand j'ai fait le suivi téléphonique, je me suis rendu compte de situations de détresse. J'ai eu mal dans le dos alors que je n'avais pas eu mal dans le dos depuis 2 ans. Donc, voilà, il faut se préserver et on a besoin de vous, on a besoin de tous pour continuer à avancer. Et je crois que le dépistage, par exemple, quand on fait du dépistage AS, qu'est-ce que ça veut dire? L'information éclairée, c'est vraiment indispensable. On se rend bien compte que c'est indispensable de connaître son statut, d'utiliser les bons mots, de ne pas dire drépanocytaire pour les AS, les porteurs du trait. Toutes ces choses-là sont importantes. Donc, les médecins sont importants, mais les soignants aussi. Et puis, les ressources, elles peuvent être différentes selon les pays, selon les… Il ne faut pas hésiter à faire appel à toutes les ressources dans le… on voit le slam, moi je trouve que c'est extraordinaire parce que effectivement, moi je me suis toujours posé la question depuis 30 ans que je suis dans la drépanocytose, pourquoi il y a si peu de fiction et d'histoires de vie qui parlent de la drépanocytose alors que c'est la maladie génétique la plus fréquente au monde. Pourquoi il y a ça? Ça tient aussi peut-être la vision qu'a la maladie. Hier, j'ai fait un entretien avec une patiente qui m'a dit « Je crois que je suis SS, mais j'ai du A quand même. » Et cette maladie, ah bon? Et quand je lui ai dit « Ben non, vous n'avez pas de A », elle m'a dit « Mais c'est tragique ce que vous me dites, c'est une très mauvaise nouvelle. » Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à vraiment, sans juger, s'il faut vraiment avancer dans la compréhension avec les scientifiques, mais aussi avec les patients qui ont leur propre expérience et qui doivent avoir… voilà, c'est vraiment la collaboration constructive. Merci Dora. C'est le mot qu'on va retenir, collaboration constructive. C'est vrai qu'il y a beaucoup de thématiques, on est resté sur à petite échelle, sur le groupe de discussion ou groupe de parole. Et pour toutes les associations, c'est vrai que la présence d'un médecin est toujours est très important. Ici, on fait la formation des bénévoles parce qu'il faut savoir bien expliquer la maladie quand il s'agit d'un parent, d'une maman, d'une grand-mère, d'un médecin ou de savoir sa cible.
On a parlé aussi du dépistage. C'est vrai qu'en Afrique, le dépistage est quelque chose qui est capital. Ici, le dépistage se fait peut-être ciblé, mais il se fait. À la naissance, on fait le dépistage des enfants drépanocytaires. En Afrique, on ne les fait pas. Les associations doivent travailler aussi ce point, mais ça devient un point un peu étatique parce que dépister, on rentre dans la prévalence, ça devient un gros poids, mais il faut faire des plaidoyers pour pouvoir faire ces dépistages-là. Donc, je ne sais pas s'il y avait des gens qui voulaient encore s'exprimer. Je crois qu'on a fait le tour, on a commencé. Constant, on va continuer en laissant la parole aux enfants du monde, je peux dire comme ça, hein, Constant, aux enfants du monde. Donc, déjà, je dis toutes les personnes qui ont participé aujourd'hui, je dis le Cameroun, le Burundi. Bon, Burundi, la connexion était fluente. Mais bon, justement, on voit aussi cette inégalité. Je dis toujours l'inégalité, excusez-moi, j'ouvre des parenthèses. L'inégalité n'est pas seulement sanitaire, on la voit aussi au niveau numérique. On ne peut pas se connecter parce qu'il a plu, on ne peut pas se connecter parce qu'il y a un défaut de connexion lente, mais ce n'est pas grave, on va rassurer tout le monde qu'on essaye de rester une coquille. J'ai séparé les pays parce qu'on ne peut pas tout, mais au moins ceux qui ont été là aujourd'hui, on peut rester en contact et essayer de faire des choses, essayer d'avancer. Constant, merci, bravo Corinne, bravo. Et Guillaume Wamba, ça c'est le maître, donc je vais lui laisser quand même. Allez-y, vous avez la parole. Docteur Wamba, oui. Ça coupe un peu, je ne sais pas si vous êtes près d'un… Oui, juste un mot parce que j'ai retrouvé ma connexion. Juste en 2 secondes pour… Ah bon, vous toujours là? Vous oui, on est tous là. Juste un mot pour vous dire, parce que voilà, juste en 2 secondes pour dire qu'effectivement, en première intention, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'IEF. En seconde intention, c'est l'électrophorèse capillaire et que les TDR, c'est vraiment, ça coûte un peu cher et c'est beaucoup plus pour certains cas spécifiques. Et nous ne les utilisons pas en dépistage. Docteur Wamba, il faut que nous, en tant qu'association, même GEDREPACAM, justement, on a besoin, association de pédiatres, en disant on veut faire ce dépistage de masse. Donc, qu'on essaye de baisser ses prix parce que pour l'instant, le monopole, c'est un peu américain. Donc, justement, les associations, on doit faire ces plaidoyers-là pour que c'est reconnu comme priorité de santé publique, pour qu'on puisse avancer et que ça soit à l'échelle de tous les pays du monde. Voilà. Constant, encore merci pour tout. On reste tous connectés. Échangez-vous les numéros. Moi, c'est ça. Vous avez vu le mot partage. Partageons toutes nos connaissances, tous nos acquis, toute notre expérience. Et Élan d'espoir, je sais qu'elle est un peu embêtée parce que sa connexion ne marche pas, mais je peux vous rassurer que Saboura, elle fait un travail extraordinaire toute seule. Elle se bat. Et aussi, je donne un message aux associations, n'attendez pas que les gouvernements vont tout faire. Constant, tu peux appuyer aussi sur ça. Oui, c'est nous qui devons, de façon individuelle, pour essayer de faire avancer les choses. Constant, je te laisse parler. Oui, ce que je voulais dire, c'est on se dit qu'on n'est pas nombreux. On se dit qu'on attend les gouvernements, mais entre nous, on peut faire beaucoup de choses. J'expliquais l'autre jour aux associations en France que même si chacun mettait 1 euro ou quelque chose, on peut arriver à quelque chose de grand et faire des projets, ne serait-ce que pour la recherche, pour plein de choses. Donc, n'attendons pas les autres, parce que si on attend les autres, on va attendre longtemps. Ça fait plus d'1 siècle que cette maladie existe. Et on a toujours attendu les autres et voilà où on en est aujourd'hui. Donc, c'est sûr qu'il faut aussi faire bouger les lignes, les autorités, il faut faire bouger les lignes pour qu'ils puissent s'occuper aussi. Il faut qu'ils fassent leur part. Mais n'attendons pas, on a appris tout à l'heure que ne serait-ce que le groupe de discussion, tout le monde peut le faire. Ça coûte rien. Donc, et ça va aider. Ça va aider au niveau psychologique, au niveau… à tous les niveaux, en tout cas pour apporter un bien-être, une meilleure qualité de vie, de voir ce que les autres vivent. C'est important et ça soude les patients. Donc, voilà. OK. Je dis un grand merci. Raphaël,
Merci beaucoup, vraiment. Merci à toi. Merci à toi, Corinne. Alexandre. Merci à tous. de faire la liaison Merci, nord-sud. Corinne. Merci Génial. Patrick. Merci à vous. Bonne soirée. Merci. Au revoir, à Merci. bientôt. Merci. Merci, merci. Bonne soirée à tous.